Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Cette fois-ci un peu plus spéciale parce que on va faire l'analyse d'un roman. J'explique un peu comment je vais procéder. Alors, on va vraiment regarder le roman phrase par phrase, puis essayer d'analyser son contenu, essayer de comprendre pourquoi c'est un roman qui fonctionne et pourquoi parfois ça fonctionne un peu moins. Et on va faire tout ça avec Le Livre de Soi, qui est un roman paru dans les années 80 par Daniel Walther, qui est un auteur de science-fiction, de fantasy, de l'imaginaire francophone. Selon moi, c'est un auteur qui est très fort et très cher à mon cœur. Puis Le Livre de Soi, particulièrement, c'est un roman que j'apprécie beaucoup, même si c'est pas un roman qui est particulièrement connu. Malgré tout, vous êtes peut-être familier de sa plume parce que c'est un nom important de la science-fiction francophone. Puis aussi peut-être parce que j'ai fait une lecture de sa nouvelle Antienne au commandeur qui est déjà parue il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. C'est une série de 10 vidéos. Celle-ci, c'est la première, puis on va seulement analyser le prologue et le premier chapitre. Donc, on va procéder phrase par phrase. J'ai déjà commenté certains passages, puis je vais vous expliquer ce que je pense de ces passages-là. Et vraiment, ça n'a pas d'importance si vous ne connaissez pas cette œuvre, tout simplement parce que il y a tout de même quelque chose à en retirer, puis aussi parce que on va y aller phrase par phrase, donc vous allez pas mal pouvoir suivre l'histoire assez facilement, je crois. Je vous invite à me suivre dans cette belle œuvre. Si vous voulez, c'est un roman qui a été réédité récemment au nom de Soi, tout simplement, donc S-W-A. Je vais montrer une image à l'écran, mais enfin, c'est un roman qui est paru aux éditions Nemo, qui sont de très bonnes éditions. Si vous voulez lire avec moi avant ou en parallèle, vous pouvez acheter ce livre-ci. Puis sinon, il y a l'édition des années 80 en couverture rigide et en livre de poche. Parfait, on commence le roman avec déjà une dédicace à mon fils Julien. Bon, c'est pas si intéressant. Puis un épigraphe qui, lui non plus, étonnamment, n'a pas tant de sens en rapport avec le livre de soi. Donc, c'est pas si important que ça, c'est assez vague. Devons-nous être indulgents envers les démons? Euh, il y a un rapport avec l'histoire, je vous le dévoile pas, mais c'est pas particulièrement important. Puis ensuite, ce qui est plus intéressant, eh bien, c'est une citation d'Anne Rand, Ayn Rand, je sais pas comment prononcer son nom, mais enfin, euh, qui parle de l'ego. Daniel Walther en fait une légère critique qui explique tout simplement que à travers son roman, Daniel Walther, il veut, si on veut faire un contre-pied de ce qui est exposé dans le texte d'Anne Rand, Anthem. Dans ça, elle parle de l'individualisme. Donc, elle explique, elle enterrait sous l'emphase toute forme de vie sociale réelle. Donc, il veut prouver que Ayn Rand a tort à travers ce texte-là, mais euh, selon moi, ça fonctionne pas si bien que ça. Un peu comme pour l'épigraphe qui précédait ça, Walter répond pas vraiment à ce qu'il annonce ici. C'est très ambitieux, mais au final, il répond pas vraiment dans son roman à ce texte d'Ayn Rand. Puis c'est pas étonnant quand on connaît Daniel Walther, puis quand on va se familiariser un peu plus avec l'œuvre qu'il y a ici. Walther met beaucoup plus l'emphase sur le style que le contenu. La forme, c'est particulièrement important pour lui, au dépit très souvent de l'histoire qu'il raconte. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Alors, on commence avec un prologue. Vraiment, ça commence à faire beaucoup de textes qui précèdent le roman, mais le prologue ici, on parle de quelque chose qui est assez important. Vous allez le voir. Donc, en un lointain futur qui ressemble au passé. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec un rythme très lent. Pour montrer, pour donner une ambiance un peu cinématique si on veut. Quand les déserts du monde se recouvrent de brumes épaisses, donc dès le début on voit qu'on parle d'un monde post-apocalyptique, les brumes épaisses. Quand les précipices de la pensée deviennent de plus en plus profonds, c'est une drôle de métaphore ici. Il explique pas sa métaphore après ça. Puis si vous regardez d'un peu plus près, quand les précipices de la pensée deviennent de plus en plus profonds, ça veut pas dire quelque chose en soi. Il faut aller plus loin.
Est-ce qu'il veut parler d'obscurantisme, qui est un sujet du roman? Peut-être, mais encore une fois, c'est très vague. Puis ça montre justement ce que je disais tout à l'heure, comme quoi la prose est plus importante que le contenu. Donc c'est une belle phrase, mais sans plus. Alors voilà. La science avait échappé des mains des hommes de science. Entre celles des desperados de la technologie, elle s'était transformée en bombe à retardement, en brûlot, en gangrène, en cancer. Elle avait répandu ses ulcères sur le corps de la planète tout entière, creusant profondément la chair tuméfiée, y vrillant avec une terrible persévérance ses poignards et ses leviers, laissant exploser les os, se lézarder l'épiderme du globe terrestre. Donc ici, on a une personnification de la Terre, si on veut, une assez belle métaphore, et elle est annonciatrice des synesthésies psychédéliques qui vont suivre dans le roman. Donc synesthésie étant le mélange des sens pour créer une figure de style. C'est un procédé qui est assez habituel chez Daniel Walter. Puis ici, on n'a pas tout à fait affaire à ça, mais c'est ce genre d'écriture qu'on va retrouver plus tard dans le roman. La grande déflagration fait vomir tripes et boyaux à tous les volcans de la planète. Donc encore, on continue avec la personnification, mais ce qui est intéressant ici, c'est le mot, plutôt le nom, la grande déflagration. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On le sait pas vraiment, mais à travers le nom propre, on a une idée de quoi parle Daniel Walter. Donc, et souvent, il va faire ça dans ce texte-là. Le nom va avoir une signification très évocatrice qui nous permet de deviner ce que ça veut dire légèrement. Puis, il ne va pas développer sur l'idée. Donc, on ne va pas avoir de détails, on va simplement avoir l'information que donne le nom propre en lui-même. Puis on peut aussi voir des majuscules dans ce nom-là, la grande déflagration, avec des majuscules au début. C'est pas habituel dans la langue française, mais c'est ce que fait Daniel Walter assez souvent, puis des fois il va même mettre un titre complet en majuscule, tout simplement parce que ça lui tente. La prose plus importante que le fond, et parfois ça va être à l'encontre des ponctuations régulières. Mais bon, on va le voir tout à l'heure. L'écorce terrestre fut agitée de soubresauts spasmodiques, croqua telle une outre ou un ventre de femme en couche, enfanta des monstres par centaines. Donc ici, soubresauts spasmodiques, on continue encore la personnification de tout à l'heure. Puis, un ventre de femme en couche, enfantant des monstres par centaines. C'est vraiment une phrase classique de Walter. Donc ici, j'ai une note assez intéressante. Freud disait qu'une pipe n'est parfois qu'une pipe. Walter n'accepte pas cela. C'est-à-dire qu'il va toujours faire des comparaisons au corps humain et souvent plus aux parties génitales. Donc, il y a toujours ce rapport avec la sexualité qui est curieux. C'est poussé assez loin dans ce roman, mais ici, on reste encore dans quoi de assez simple. Mais vous allez voir plus tard que c'est poussé à son extrême. Donc, voilà. Les ouragans formidables balayèrent la planète, les villes rentrèrent sous terre, les axes terrestres basculèrent tout juste assez pour changer la physionomie géographique du monde, et la face du monde fut transformée pour de longues années. Donc, ici, ce qui est bien, c'est qu'on utilise les paragraphes d'une façon intéressante, donc pour donner du rythme à la prononciation, pour donner du rythme au texte. Les paragraphes sont vraiment simplement juste une phrase, puis ça crée une atmosphère qui est intéressante, comme je l'avais dit au départ. Et quand elles furent assujetties à un ordre nouveau, les choses, une fois de plus, tournèrent court. Donc, encore une fois, ordre nouveau. On parlait de titre évocateur, c'est le cas ici. Lorsqu'éclata la brève mais meurtrière guerre de cristal, la civilisation déjà saignée à blanc retomba dans la barbarie. Donc ici, juste assez simple, je veux parler du mot cristal qui est mal écrit ici. Je crois que c'est original dans le texte. Cristal ne s'écrit pas comme ça, mais vu que c'est un nom propre, on va le laisser passer. Mais le mot cristal est un mot très employé dans les textes de Daniel Walter, pas seulement dans les textes
pas seulement dans le livre de soi puis la trilogie au complet, mais aussi dans ses autres œuvres. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Probablement rien. Donc ça va différer d'une œuvre à l'autre chez Walther, mais c'est tout simplement un mot qui est évocateur, un mot qui probablement il trouve joli. Donc il l'utilise. Encore une fois, rappelez-vous la prose avant la forme. Alors voilà. De plus belle. L'ordre nouveau se replia sur lui-même, tel un serpent qui se mord la queue et qui s'endort. Donc ici, on a une référence mythologique. Donc la mythologie nordique, je me rappelle plus c'est quoi le nom du serpent, mais un serpent qui se mord la queue, c'est une imagerie qui existe déjà. Puis on voit émerger déjà le thème bien du mythe, puis des croyances religieuses. C'est un thème qui est récurrent dans ce livre-ci. Puis on met l'ambiance tout de suite. Alors voilà, donc le prologue qui était 304 mots, c'est assez bref. Puis déjà on a beaucoup d'informations. On sait que c'est un monde post-apocalyptique. Puis on nous a parlé déjà de guerre de cristal. Donc on sait que probablement ça va assez mal dans ce monde-ci. On parle des serpents qui se mordent la queue, d'ordre nouveau. Il y a plusieurs titres comme ça qui nous ont déjà été présentés et qui vont revenir plus tard. Donc même si on n'a pas l'impression que on a dit beaucoup de choses pour l'instant, on a quand même reçu quelques informations en très peu de temps, 304 mots. Alors voilà. Chapitre 1, l'ordination. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Cette vidéo-là va être un peu plus longue parce que je parle du chapitre 1 du prologue, puis je vous ai expliqué un petit peu mon but à travers cette série de vidéos. Mais dans les vidéos à suivre, ça va être un petit peu plus court, je crois. Tout simplement parce que je vais parler chapitre par chapitre. Tout simplement parce que chaque vidéo va parler d'un seul chapitre. Alors, les 4 garçons vêtus de blanc s'approchèrent de la table. Dans le réfectoire silencieux brûlaient de hauts candélabres d'argent. La salle était vaste et les pas y résonnaient lugubrement. C'était pour cette raison qu'ils allaient toujours pieds nus, même quand l'automne s'en venait sur la route poudreuse. Donc c'est une description assez courte. On parle de on parle de 2 phrases, mais déjà on a beaucoup d'informations. On en apprend davantage sur les mœurs de l'endroit. Puis on établit l'atmosphère de la citadelle. On n'a pas encore parlé de citadelle, mais vous allez comprendre plus tard que ils sont dans un endroit particulier. Donc, les gens de la férule se montraient sans pitié. Ici, Jean de la Férule, un autre nom évocateur, soit était le premier des 4 garçons chargé de mettre la table en état. Sur sa poitrine maigre, drapée de blanc, reluisait majestueusement le serpent d'or, symbole de la sagesse. Les maîtres de la loi lui avaient dit « Jeune sois, tu as bien travaillé, tu peux être fier de toi, mais sans orgueil, car l'orgueil est le premier pas vers l'inconscience. » L'orgueil est le premier pas vers l'inconscience. Bon, tout de suite on voit le lien avec la citation d'Ayn Rand qui parlait d'individualisme, puis aussi qui, selon Daniel Walther, il l'interprétait comme parlant d'égoïsme aussi, puis était contre cette idée-là. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, l'égoïsme, c'est le défaut de l'individualisme. Est-ce que c'est un sujet qui va revenir plus tard? Oui, mais c'est léger. Donc, dès le départ, on parle de... On peut faire des liens avec la citation d'Ayn Rand, mais ça va se diluer au fil du texte. Alors, on continue un petit peu plus loin. Ils entraient avec une lenteur solennelle sans le moindre bruit, leurs pieds nus glissant sur les dalles. Les dalles étaient froides et sinistres. Elles faisaient naître des limaces de gel qui grimpaient lentement le long des jambes, nues, sous les houppes plantes blanches. Donc, ici, on a une métaphore. Elles faisaient naître des limaces de gel. De quoi il parle? Pour vrai, c'est une vraie question. De quoi il parle ici? Je comprends pas la métaphore. Est-ce que je suis stupide? Est-ce que je manque tout simplement de comprendre un phénomène qui se passe lorsqu'on a très froid? Je sais pas. Mais c'est une belle métaphore en tout cas. Soit, malgré l'honneur qui lui revenait de présider à l'ornement des tables, sentait son cœur se serrer. Sous la robe blanche, frappée du serpent d'or, ce cœur d'habitude si tranquille battait mal, semblait fonctionner de travers. Donc ici, je parle de show don't tell, donc une phrase que vous avez probablement déjà entendue. Donc il faut montrer, il ne faut pas expliquer. Puis c'est ce qu'on voit ici. Donc il sentait son cœur se serrer. D'habitude si tranquille, il battait mal en parlant de son cœur.
Il semblait fonctionner de travers, donc on montre l'angoisse de Soi à travers cette description visuelle. Soi tremblait de peur. Donc on réaffirme que Soi a peur pour montrer la gravité de la situation. Donc ici on explique, on ne montre pas, mais c'est pour renchérir sur la peur de Soi pour montrer que c'est réellement une préoccupation importante pour lui. Père Serpent fait que la faim qui nous dévore s'efface devant l'inextinguible soif de la sagesse et de la vérité. Et Soi ne put s'empêcher d'ajouter en pensée, Père Serpent, toi qui détiens la sagesse, permets que la vérité ne soit pas souillée par mon mensonge. Donc ici on voit que Soi cache quelque chose. On ne sait pas encore c'est quoi, mais on sait qu'il cache quelque chose et donc ça crée tout de suite de la tension. Et c'est de cette façon-là que se termine la première scène du chapitre 1, donc qui a duré 466 mots, très court encore, presque 500 mots. C'est une longueur de scène qui est plus courte que ce qu'on retrouve dans la plupart des romans, pour ne pas généraliser trop. C'est aussi ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les romans de Daniel Walther, donc il a tendance à faire des scènes un peu plus courtes. Et c'est tout simplement parce qu'il donne beaucoup d'informations en peu de mots. Il est capable de faire ça assez bien, comme vous avez pu le remarquer. J'aimerais aussi parler juste du Père Serpent. Donc ici, on parle tout de suite de religion. Le Père Serpent, c'est une figure religieuse, c'est un dieu. Puis on n'en sait pas plus que il s'appelle le Père Serpent. Ça fait écho à ce qu'on disait dans le prologue avec le serpent qui se mord la queue, mais on n'en sait pas plus. Alors on continue avec la prochaine scène. Du dehors, c'est-à-dire de la limite du haut plateau boisé, on ne distinguait qu'un petit groupe de hauts édifices blancs, ou gris, selon la saison. Les hordes insoumises qui passaient par là s'éloignaient au plus vite des hautes murailles, car leurs armes rudimentaires ne pouvaient lutter contre la toute-puissance de l'esprit, ni contre les tempêtes de feu qui déclenchaient les serviteurs du Serpent d'Or. Donc on a encore des nouveaux termes, Serpent d'Or, toute-puissance de l'esprit, mais c'est pas important. Encore, on mentionne des termes religieux, mais on les explique pas. Ça sert tout simplement à donner une impression, plus qu'à donner de l'information. Puis, une autre chose qui est intéressante ici, on ne distinguait qu'un petit groupe de hauts édifices blancs ou gris, selon la saison. Donc, 3 phrases qu'on aurait pu mettre en une, simplement avec des virgules, ou même sans virgule ici, de hauts édifices blancs ou gris. Mais ça donne un rythme qui est intéressant ici. Puis ça sépare aussi les hauts édifices blancs des hauts édifices gris, puisque ça va dépendre de la saison. Donc c'est une façon de l'indiquer dans le texte qui est intéressante et que je voulais faire remarquer ici. Donc les maîtres de la loi O et I disaient aux néophytes, et là je veux juste m'attarder sur O et I, qui sont des noms assez étranges, mais ils sont intéressants. Donc déjà, on est un peu déstabilisé par l'étrangeté de ces noms-là, mais ça donne aussi un aspect un peu complet. À travers un nom aussi simple, aussi rudimentaire, ça montre peut-être que les gens qui portent ce nom-là sont plus épanouis. Donc ce ne sont pas des néophytes comme Soi et ses amis qui ont tous des noms avec des consonnes un peu étranges. Puis on parle encore de 3 lettres. Donc on va revenir un peu sur le texte là, pour le retrouver. Il y avait Soi, Quo, Mru et le Si. Donc c'est des noms un peu étranges, mais ils sont moins complets. Donc on donne un peu cette impression-là que les maîtres de la loi O, I et U ont peut-être plus d'importance. Ils sont plus épanouis dans ce qu'ils font. Donc voilà, c'est une interprétation parmi tant d'autres, mais c'est selon moi ce qui me paraissait le plus évident. Alors, les maîtres de la loi disaient aux néophytes, « Lorsqu'est venu le grand ouragan, le serpent d'or, qui représente la loi, s'est enroulé par 7 fois autour du territoire de la loi, et il a déclaré ceci. Quand le grand ouragan aura cessé, ce qui sera à l'intérieur devra y demeurer, et ce qui sera à l'extérieur sera tenu d'y rester. » Donc, ici on parle d'obligation religieuse. La religion est utilisée pour faire un contrôle sur la population, pour séparer les gens qui sont en dehors de la citadelle de ceux qui y sont.
Et donc, c'est toujours de cette façon-là qu'est perçue la religion dans ce livre-là, puis on va le voir plus tard. Donc, la religion joue un rôle très autoritaire dans le roman. Puis si on parle encore, le grand ouragan, ça laisse deviner qu'on parle de la cause de l'apocalypse. Donc, le grand ouragan, c'est ce qui a provoqué l'apocalypse. Mais ça a déjà été introduit dans le prologue, donc c'est juste une façon de nous en parler à nouveau. Et le serpent de la loi, qui était le maître de la loi, n'ayant pas ajouté d'autres propos à ce qu'il venait de dire, ses paroles devinrent la loi. Donc ici, c'est la première fois qu'on le voit. Daniel Walther utilise juste des majuscules. C'est une drôle de ponctuation, mais c'est ce qu'on retrouve dans toutes les œuvres de Daniel Walther, alors il faut s'habituer. Ici, une scène assez courte. On parle de 191 mots, donc c'est 2 fois moins que la dernière. C'est intéressant ici aussi. Mais techniquement, la scène ne se termine pas là. Donc elle se poursuit ici. Et donc on va continuer. Donc on va plus loin ici. Mais selon les termes de la loi, tous les 4 étaient des garçons. Donc ici on explique que les 4 personnages auxquels on a déjà été introduits, les 4 néophytes, en réalité ils sont nommés des garçons, mais il y en a 2 de sexe masculin, puis il y en a 2 de sexe féminin. Et puis tout de suite on voit quelque chose, et c'est que la trilogie donc, du livre de Soi est très patriarcale. Je dis la trilogie parce que c'est quelque chose qu'on va remarquer plus dans les livres qui vont suivre. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le livre de Soi. Si ça se passe vraiment bien, puis si c'est un concept intéressant, je vais peut-être faire les autres romans, mais pour l'instant, on s'en tient au livre de Soi. Puis on s'en tient aussi au premier chapitre, une chose à la fois. Voilà, ça préfigure l'objectification des femmes, puis la misogynie qui est au rendez-vous dans ce roman-ci aussi. Puis c'est pas seulement pour créer un monde non plus. Donc Daniel Walther a des réflexes un peu misogynes par moment. Il dit des choses qui ne passeraient pas aujourd'hui, disons. Donc ici, il explique tout simplement que c'est un monde patriarcal, donc il n'y a rien à lui reprocher pour l'instant. Mais plus tard, il va aller un peu plus loin, puis il va donner ses propres opinions, puis ça va pas être toujours génial, mais on en parlera plus tard. Dès que les docteurs du temple auraient traversé l'avenue et qu'ils se seraient installés à la place d'O, I, Du et des autres maîtres sur les gradins de la loi, tout en haut de la salle du Grand Conseil, les garçons sauraient qu'ils allaient être séparés. Donc ici, on l'annonce tout de suite. Il va y avoir une cérémonie pour le passage à l'âge adulte de Soi et de ses amis. Et ce que ça signifie, c'est que Soi va quitter un peu le monde qu'il connaît, le monde ordinaire, pour reprendre les mots de la théorie du voyage du héros, que je vais aborder un peu plus tard. Ben, je le dis tout de suite, le passage à l'âge adulte, très souvent dans les romans, c'est une façon d'expliquer que le personnage principal va être confronté à une réalité qui est nouvelle. Et donc, c'est de là que vient la tension dans le roman. Mais on va le voir plus tard. Donc, ici, tout simplement, si on veut, c'est une préfiguration de ce qu'on va voir tout à l'heure. À chaque instant, sa mémoire revenait en arrière, vers les heures de la nuit, vers les rêves étranges qui l'avaient assailli. Dans son cauchemar, il avait vu galopant sous une lune froide une compagnie de cavaliers masqués, armés de lances et de haches. Ces cavaliers, soit le savaient, comme il arrive de savoir certaines choses quand on rêve, ces cavaliers lourdement armés chevauchaient vers la citadelle du serpent. Ils venaient pour détruire le sanctuaire, pour réduire en cendres les hauts édifices blancs et gris, pour disperser la confrérie. Ça peut sembler un peu forcé d'avoir autant d'informations à travers un rêve, mais ça fonctionne bien avec ce roman qui a une qualité onirique assez particulière. On va le voir plus tard, j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai, mais on le voit quand même bien ici. Il est question de rêves assez souvent, puis les rêves ont une signification, les rêves mènent plus loin dans le roman. Et rajoutent aussi à l'aspect un peu mystique, un peu occulte, qu'on retrouve à plusieurs endroits. Donc ici, on termine à nouveau une scène, 556 mots. C'est peu encore, on reste dans les 500. Soit mit un genou à terre et baissa la tête, ainsi que le voulait l'usage. Ici, c'est intéressant parce que on discute des mœurs des
des personnages qui nous sont présentés, des mœurs qui sont étrangers pour nous, mais qui sont amenés vraiment avec une simplicité assez intéressante. Donc, soit mis un genou à terre et baisser la tête, ainsi que le voulait l'usage. On n'a pas besoin de plus d'informations que ça. On fait juste nous donner une information de plus sur les mœurs des gens qui vivent dans la citadelle. Plus tard, quand ils quittèrent la salle, Soit surprit les regards jaloux de Bru et de Quo, celui-ci avait l'air de lui sourire, bien que cela fût strictement interdit dans des circonstances aussi solennelles. Donc ici encore, on parle de mœurs, mais on donne un peu plus d'informations ici. On ramène un peu le même principe que ce qu'on parlait ici, mais ici on le voit très bien. C'est strictement interdit de sourire. C'est quand même un mœurs assez austère. Donc on voit que c'est une culture qui est très sérieuse. Puis on peut en déduire beaucoup à travers ça. Donc ici j'avais mis un commentaire assez intéressant. On en déduit beaucoup sur la rigueur de mise pour survivre dans ce dur monde post-apocalyptique. Donc il y a toujours un lien direct entre les mœurs du peuple, puis l'endroit, l'environnement dans lequel vit ce peuple. Puis ici on le voit quand même bien. Donc c'est un monde qui est post-apocalyptique, où tout va mal, et en réaction à ça, les gens ont des traditions et des habitudes qui sont un peu plus graves, un peu plus austères. Parce que pour survivre dans un monde comme ça, il faut être meilleur que les autres, puis il faut être très sérieux. Donc, comme le montre ici, ici, qui n'est pas censé sourire. Donc, on poursuit un peu plus loin. Il se retourna contre le mur, car il occupait le dernier lit d'une rangée de 12, cherchant le sommeil, mais une voix résonna dans le silence. Donc ici, le dernier lit d'une rangée de 12, c'est une description qui nous explique qu'il n'est pas seul dans la salle. Ça va être important plus tard. Mais une voix résonna dans le silence. C'est mystérieux. Une voix, elle résonne dans le silence. On a peu d'informations, puis on nous en donne pas plus pour cette scène. Donc, il y a une voix, c'est tout ce qu'on sait. Elle n'a pas l'air de provenir de la salle particulièrement. C'est une voix qui est là. Puis d'ailleurs, on n'a pas besoin d'en dire davantage. On garde le mystère, puis c'est intéressant comme ça. La voix poursuit. « Lève-toi, sois, et regarde au dehors. Tu verras un signe, et tu obéiras à ce signe. » Donc ici, j'amène tout de suite le voyage du héros, qui est une façon d'analyser les romans, puis aussi les films, en fait la plupart des histoires. Et c'est une façon de faire qui est assez intéressante. Donc là, on était dans le monde ordinaire. Soit dans la citadelle, c'est un enfant. Mais là, il passe à l'âge adulte. Puis comme on va le voir plus tard, il va quitter la citadelle. Désolé de divulgacher ce passage, mais c'est ce qu'on va voir déjà dans le chapitre 1. Donc on va le voir dans quelques minutes. Mais ici, quand cette voix lui dit de se lever, puis de voir un signe, ça préfigure l'appel à l'aventure. Donc c'est ce qui va bousculer le monde ordinaire, ce qui va bousculer l'ordre habituel des choses. Et donc voilà. Puis je tiens à le dire, le voyage du héros, c'est pas une structure qui fonctionne toujours dans les romans, mais ça fonctionne très bien pour le livre de soi. À vrai dire, ça fonctionne vraiment très bien. Puis c'est le cas de beaucoup de romans de fantasy, si on y porte assez attention. Un peu moins de science-fiction, mais de fantasy particulièrement. Heroic fantasy, dark fantasy, ce qu'on retrouve ici, dans ce roman. D'habitude, ça suit à la lettre le voyage du héros. « Je ne dois obéissance qu'à la loi », répond Soi. Puis ici, on fait référence au refus de l'aventure. Donc, il est réticent à l'idée d'obéir à la voix. Donc, refus de l'aventure, c'est le troisième passage dans le voyage du héros. On poursuit un peu plus loin. Les sentinelles de la Compagnie Sainte y déambulaient lourdement. Leurs armes étaient redoutables. Elles pouvaient cracher des flammes mortelles à de grandes distances. Donc ici, on montre l'étendue des connaissances scientifiques des gens qui vivent dans la citadelle, mais particulièrement l'étendue des connaissances scientifiques de Soi, parce que c'est le point de vue de Soi qui est décrit ici. Donc on parle de cracher des flammes et d'armes redoutables. On ne donne pas plus d'informations, probablement parce que Soi n'en sait pas plus. Les armes crachent des flammes,
et c'est tout ce que c'est Soi, qui pourtant est un bon élève. Donc, on peut en déduire que l'éducation générale est pas très poussée dans ce monde post-apocalyptique, même pour la crème de la crème comme Soi. Ce qui sous-entend que peut-être ils n'ont plus les connaissances scientifiques nécessaires pour le développement d'armes comme celle-ci. Donc, c'est une supposition, mais je crois qu'on peut déduire quelque chose qui ressemble à ça à travers cette phrase-là. Au-delà des remparts, c'était le plateau et la forêt, un monde menaçant, plein de périls, multipliant les embûches et les traquenards. Donc, je parlais tout à l'heure du principe du monde ordinaire, puis c'est ce qu'on voit ici. Donc, on parle de la forêt, on dit que c'est un monde qui est menaçant. Et donc, on comprend que lorsque Soi va quitter cet endroit, il va être soumis à un monde qui est menaçant, donc ça crée de la tension tout de suite. Il regarda et vit, une lueur pâle qui se mit à grandir. Elle semblait provenir de la forêt, des profondeurs où erraient les loups, les chats sauvages et les lynx. Les loups, les chats sauvages et les lynx. Les cavaliers aux masques cruels. Donc c'est une répétition qui est étrange. Pourquoi est-ce que Daniel Walther fait une répétition ici de son énumération? Je le sais pas. Est-ce que ça a vraiment un sens qui est plus profond que simplement donner un aura de mystère au texte? Selon moi, non. Mais voilà, vous pouvez... peut-être que vous avez une idée de ce que ça signifie, auquel cas, je vous invite à me la partager dans les commentaires si vous voulez. Mais selon moi, c'est simplement pour créer du mystère. Donc là, on va pas mal plus loin. Donc, j'avais pas grand-chose à dire dans ce passage-ci. Lucie était vêtu de l'inélégante chemise de nuit des élèves, mais soudain, il y avait en lui une élégance fragile qui fit battre le cœur du jeune novice. Donc, il y avait en lui, même si Lucie est une femme, je pense que le lui fait référence à Lucie, parce qu'on parle d'élégance fragile, et on parle aussi du cœur du jeune novice, donc le cœur de Soi, qui bat. Donc, encore une fois, les sentiments sont montrés, ils ne sont pas expliqués. Puis simplement pour expliquer ce que j'ai coupé par là, la voix a cessé de parler, puis Lucie vient voir Soi pour lui dire que elle va lui manquer. On continue un peu avec un dialogue qui n'est pas si important. C'est que je ne suis plus un garçon. Veux-tu te taire si on nous entendait? Nous sommes complices à présent, dit Lucie. Souviens-toi de moi dans la maison des apprentis. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on introduit un personnage comme Lucie, rien n'est mis au hasard. Tout à l'heure, on faisait simplement mention de son nom avec les autres néophytes, donc elle n'était pas forcément si importante, mais maintenant qu'on lui a donné la parole, puis qu'on lui a même donné une scène complète avec Soi, on comprend que c'est un personnage qui est important. Et donc, même s'il se sépare, on sait que dans un roman, rien n'est dû au hasard. Il y a toujours un lien à faire avec l'histoire à l'avenir. Et donc, ici je dis, si les deux personnages se quittent, c'est pour se retrouver plus tard. Donc, pardonnez-moi la faute d'orthographe ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lucie, qui est un personnage qui soit va quitter, c'est aussi un personnage qu'on va retrouver plus tard. C'est inévitable. Parce que si on nous l'a introduit comme ça, puis si on lui fait dire souviens-toi de moi dans la maison des apprentis, c'est que ça va revenir. La nuit avait été hantée de cauchemars effrayants. Puis on continue la description. Mais ici, c'est intéressant. Les rêves sont importants dans le livre. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est souvent des prémonitions. Donc, il est question de cauchemars effrayants, de cavaliers pénétrant dans l'enceinte de la citadelle. C'est un événement qui va arriver plus tard. Je le dis tout de suite. Donc, les rêves, c'est des prémonitions. Pas mal à tout coup, ou en tout cas, ils ont toujours un sens dans cette œuvre. Le chef des cavaliers n'était plus Soi, mais un ours géant revêtu d'une armure dorée. Donc, encore une fois, ça préfigure des événements du roman. Rien n'est dû au hasard. C'est important, ça. Alors voilà, une scène un peu plus longue, notamment due au dialogue, 788 mots. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, il est plutôt question de deux scènes en une. Parce que, premièrement, on a la discussion avec cette voix qui intime à Soi de
se lever et de regarder dehors pour le signe. Puis ensuite, on a la rencontre avec Lucie et on lui donne l'information que soit Elsie ont un lien particulier et qu'ils s'apprêtent à se quitter. Donc, en réalité, c'est deux scènes, ce qui explique pourquoi elle est un peu plus longue ici. Alors, dans la scène suivante, Soi va revoir les docteurs du temple, puis il y a une cérémonie. Donc, ici, un des maîtres et Soi se parlent. Jeune Soi, as-tu pris congé de ton enfance? J'ai pris congé de mon enfance, maître. Donc, encore une fois, on parle du passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est le début de l'aventure. Et donc, je reviens sur le principe du voyage du héros. L'appel à l'aventure, il peut être interprété de deux façons. Donc, ça peut être, premièrement, le passage de l'âge adulte, et deuxièmement, la voix qui donne un signe qu'on a vu dans la scène précédente. Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Soi apprit que le monde était plat et que le soleil était une lumière embrasée, que le grand serpent d'or avait vomi dans le ciel au début des temps. Il apprit que la citadelle était le symbole du savoir et de la connaissance, et que les apprentis possédaient la connaissance en propre. Donc ici, ce que j'ai passé au travers ici, le texte, on nous dit simplement que Soi est accepté dans la maison de la connaissance. Donc il a quitté les néophytes avec qui il était auparavant. Il est passé à l'âge adulte. Évidemment, c'est un symbole. Donc il n'est pas passé à l'âge adulte en réalité, mais ça va venir dans les prochaines scènes. Et on comprend que en arrivant dans la maison de la connaissance, il y a accès à une panoplie d'informations ésotériques qui sont seulement révélées aux gens qui font partie de la maison de la connaissance. Puis on nous parle encore une fois d'une instance religieuse qui est autoritaire et où le savoir scientifique a disparu, a laissé place à des notions religieuses douteuses, on va le dire. Puis, en ce sens, c'est assez similaire au Moyen-Âge. On parle d'obscurantisme, puis aussi la façon dont les gens se comportent. Ça donne un peu l'impression d'être dans un monde médiéval. C'est pas anodin. On parle quand même de fantasy, et donc il y a toujours... en tout cas, dans ce roman-ci, il va y avoir une atmosphère médiévale à de nombreux moments, donc particulièrement dans les scènes d'action. Mais ça, c'est ce qu'on va voir dans les chapitres à l'avenir, donc dans les prochaines vidéos. Le savoir doit être jalousement gardé, répétaient les docteurs, mais Soi ne pouvait s'empêcher d'être offusqué par ces paroles. Donc ici, c'est le début de la rébellion. Donc Soi, il pense par lui-même, comme le présageait son nom. Et donc c'est le début de la rébellion, de l'ordre établi, de ce que lui répètent les docteurs. Ça va avoir une importance plus tard. Ce n'est que le début d'un processus important. Et ici, on poursuit. Beaucoup de jours et de nuits passèrent, ce qui est une répétition ici. Beaucoup de jours et de nuits passèrent, donc un copier-coller directement d'une phrase qui était nommée tout à l'heure. Est-ce que ça a un sens? Pas vraiment. Ça nous montre tout simplement que les jours et les nuits passent. Donc il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre les scènes ici. 423 mots pour la scène. Donc on reste encore aux alentours des 500 mots, 400 mots. Donc on a quand même une continuité dans la longueur des scènes. 2 fois l'an, les apprentis sortaient d'entre les hauts murs de la citadelle. Ils partaient lourdement armés, chasser le loup, le lynx, le chat sauvage. Puis ici, si on est attentif, on remarque que c'est la 3e répétition de cette énumération. Et donc, peut-être qu'on doit y comprendre quelque chose. Donc, le loup, le lynx, le chat sauvage, c'est lorsqu'on parlait tout à l'heure de la scène où Soi est rencontré par une voix qui sort de nulle part et où il regarde à l'extérieur de la citadelle, là où se trouve le loup, le lynx, le chat sauvage. Donc, je tenais simplement à dénoter que c'est une répétition qui est intéressante, qui n'est pas anodine. On poursuit pas mal plus loin. J'avais pas grand-chose à dire dans cette scène qui n'est pas si importante. Donc, on explique qu'il fait froid à l'extérieur, on est en hiver. Et puis, Soi part à la chasse avec
avec d'autres gens de la Maison de la Connaissance. Et puis il se perd et il se retrouve dans la forêt seul. Et il finit par découvrir quelqu'un qui a la voix qu'il entendait auparavant et qui lui dit « Jeune sois, le temps est venu pour que nous ayons une conversation, toi et moi. » Donc il poursuit « Tu n'as rien à redouter de mes compagnons. Loups, lynx, chats sauvages, ce sont nos alliés, et bientôt ils seront les tiens. » Donc, quatrième fois dont on parle de cette énumération, loup, lynx, chat sauvage, et on comprend maintenant pourquoi elle était répétée ainsi. C'est parce que ça réfère à un concept, ça réfère à la nature. Puis ici, ce que la voix explique à soi, c'est que ce sont nos alliés, alors que les gens de la citadelle disent précisément l'inverse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ils partent lourdement armés pour chasser le loup, le lynx, le chat sauvage. Tandis que la voix explique que ce sont nos alliés. Donc, ça attise un peu le côté rebelle de soi, qui va être mis à l'épreuve tout à l'heure, comme on va le voir dans cette scène. Donc, je suis visage de l'ours, et toi, mon garçon, tu es soie. Nous devions nous rencontrer pour parler de certaines choses. Donc ici, on suppose qu'il y a un certain destin. Il y a quelque chose, du moins, que Soi ne connaît pas. Une information qui est toujours cachée à sa vue, puis qui est aussi cachée pour nous. Il y a certaines informations qui ne nous sont pas données, puis qui ne nous seront jamais données. Il y a des choses que certains personnages savent, et on ne sait pas pourquoi ils le savent. Donc, visage de l'ours. Ici, c'est un nom évocateur, comme on en retrouve beaucoup dans ce roman. Puis, je tiens à dire que c'est pas une chose qui est à faire systématiquement dans son roman, mais dans le contexte un peu occulte du roman dont on parle ici, ça a du sens. Alors, Soi essaya de voir si son interlocuteur était un ours à stature humaine ou un humain au visage masqué, mais le vent tourbillonna dans la clairière, faisant voler alentour des nuages blafards. Ce qu'on veut nous montrer ici, c'est encore perpétuer cette image de mystère qu'ont certaines choses, certains personnages même dans le texte. Puis c'est ce que veut faire Daniel Walter très clairement ici. Donc il veut créer une prestance et un charisme particulier au personnage de visage de l'ours. Il n'est jamais décrit plus clairement que ça. Donc il y a toujours des suppositions à faire, il y a toujours un doute qui est là. Toi et moi, mon fils, savons que le docteur du temple ne professe que des demi-vérités. Toi et moi, mon fils, savons que la loi est une mauvaise loi, une loi qui sépare les hommes en deux camps. Aussi, l'heure est-elle venue que tu te ranges à nos côtés. Donc, ici, on fait encore référence au voyage du héros, c'est la motivation par le mentor. Donc, le mentor qui incite le héros à accepter l'aventure, ce qui est la prochaine étape. Et donc, selon moi, c'est assez clair ici que l'usage de l'ours est en quelque sorte un mentor pour Soi. Tu me demandes de trahir mes frères, cela je ne le puis. Donc, c'est le refus de l'aventure dont on parlait tout à l'heure. Soi, au départ, il est réticent à accepter de venir en aide à la voix, qui, on l'a découvert, s'appelle Visage de l'ours. On voit un peu plus loin, Soi pris une décision. En fait, il l'avait prise bien avant le temps de la chasse hivernale. Et donc ici, on voit que ces questionnements tout à l'heure, ils mènent à un renoncement de l'ordre établi. Donc, il commence à accepter l'appel de l'aventure. Donc, c'est le 5e passage dans le voyage du héros. On voit un peu plus loin, Soi finit par accepter, au visage de l'ours, je suis avec toi, à une condition. Je connais ton inquiétude, mais elle est sans raison, mon fils. Je suis un ours, pas un serpent. Seuls les traîtres mourront. Tu peux nous quitter sans inquiétude. Nous nous reverrons à la chasse. À bientôt. Donc ici, je tiens juste à dire, on fait le parallèle, ou plutôt on fait l'opposition entre le serpent puis l'ours, qui sont les deux symboles des deux groupes qui nous sont montrés, des deux camps entre lesquels Soi doit choisir, et donc qui sont représentés par deux animaux, un ours et un serpent. Et évidemment, le serpent, c'est un animal avec une connotation particulière qui est plus négative d'habitude que l'ours. Puis je voulais aussi noter que toutes les phrases ici ont un point d'exclamation, et selon moi, c'est là où Daniel Walter va trop loin. Donc c'est excessif selon moi, parce qu'on perd l'importance du signe
du point d'exclamation en le mettant trop de fois dans un texte. Donc, il y a des gens qui vont trop loin en disant qu'on peut seulement mettre un point d'exclamation par 10 000 mots, par exemple. J'ai lu ça dans certains blogs, puis je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais je suis d'accord pour dire que c'est un signe, un signe de ponctuation qui doit être utilisé avec parcimonie, et c'est pas ce qui est fait ici. Je crois que le texte en perd un peu à cause de ça. Donc ici, on a affaire à une scène qui est vraiment plus longue, 1000 mots, puis c'est une seule scène. Donc on parle vraiment d'un seul moment. Donc on nous expliquait un peu le principe de la chasse, on nous parle de l'hiver, il y a quelques descriptions, Soi se perd, puis il rencontre le visage de l'ours. Mais lorsqu'on se fie au voyage du héros, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette scène-là. Il y a la motivation du mentor, il y a le refus de l'aventure, puis il y a aussi l'acceptation de l'aventure. Donc c'est 3 moments importants dans le voyage du héros qui sont dans lesquels on passe au travers dans cette scène. Alors on poursuit, il en reste plus beaucoup, je pense qu'il reste 2 scènes, peut-être un peu plus. Et j'ai rien noté ici, donc c'est une scène qui n'est pas si importante. 250 mots. Il est encore question d'une cérémonie dans laquelle Soi jure fidélité au grand serpent. Donc on continue. La nuit qui suivit son ordination, Soi se tourna et se retourna dans son lit étroit. Par la fenêtre du dortoir, au mur nu, spartiatement meublé, la lune déversait une lumière acide. Et donc ici, la lune, elle sert pour décrire les sentiments de Soi. Donc la lumière de la lune est décrite ainsi seulement parce que Soi s'ennuie de Lucie. Puis la comparaison entre la lune puis les sentiments de Soi se poursuit ici, ou plutôt le lien étroit qui est entre les deux. D'insolites douleurs se mirent à ramper en lui, et il souhaita s'endormir rapidement, échapper aux approches envoûtantes de la lune. Les approches envoûtantes de la lune, c'est parce que on nous dit ici son ventre le brûlait quand il songeait ainsi à cette nuit étrange où Lucie avait prétendu ne plus être un garçon. Donc on peut tout de suite comprendre que Soi est attiré par Lucie, puis c'est ce qui est expliqué à nouveau à travers la lune, et échapper aux approches envoûtantes de la lune. La lune maintenant n'a plus une lumière qui est acide, elle est envoûtante. Et donc, encore une fois, on fait le rapport entre Soi et Lucie à travers la lune. Le sommeil, quand il vint prendre Soi, comme un voleur nocturne qui se glisse entre les rayons de la lune pourpre, fut peuplé de cauchemars inexplicables. Donc la lune est devenue pourpre. Pourquoi elle est devenue pourpre? Je ne saurais pas vous le dire, mais elle l'est. Donc est-ce que ça a une signification qui m'échappe peut-être? Mais ça doit faire référence aux cauchemars inexplicables. Donc et ici j'ai dit encore des prémonitions. Donc Soi voit des hommes masqués aux yeux flamboyants qui poursuivent Lucie et qui l'emportent avec eux. Donc c'est une prémonition, ça va revenir plus tard dans le texte. On va un peu plus loin. Soi crie Lucie. Il avait crié à s'en déchirer les coins des lèvres. Je tiens simplement à dire que c'est une phrase qui est originale. Il crie à s'en déchirer le coin des lèvres. J'avais jamais vu ça, puis je trouve que c'est une belle phrase, tout simplement. On continue un peu plus loin. Et pourtant, Soi savait que ces tueurs faisaient partie de sa vie, appartenaient à son avenir. Les tueurs parlant des gens qui enlèvent Lucie. Puis, on comprend que c'est une préfiguration ici, donc du foreshadowing qu'on appelle en anglais. Donc, les tueurs appartiennent à son avenir. Quand les inconnus cuirassés chitineux, comme des insectes de cuir, se penchèrent sur Lucie, lui tinrent la tête dans la lumière comme pour lui faire griller les yeux au soleil, Soi se réveilla. Donc, c'était un rêve. C'est pas un procédé qu'on doit faire d'habitude, parce que on pensait que c'était quelque chose qui arrivait réellement. C'est l'impression que nous donnait le texte, mais c'est pas le cas. On découvre que Soi se réveille, donc tout ça était un rêve. C'est un peu décevant, il faut éviter ce genre de procédé. Mais bon, Daniel Walther le fait ici. Je crois que ça apporte un effet, mais ça reste décevant. Puis ici, je dis Théophile Gautier qui est un auteur qui souvent a fait ce genre de choses-là, de simplement dire « Ah, c'est un rêve » dans ses nouvelles fantastiques, par ailleurs. Alors voilà, fin d'une nouvelle scène.
500 mots encore. On tourne dans ces, euh, dans ces alentours-là. Et c'est la fin du chapitre 1, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc pour faire un bilan, il y avait 9 scènes en tout, avec 4493 mots, ce qui fait 500 mots en moyenne pour chaque scène, ce qui est très court, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis 9 scènes, on pourrait même dire qu'il y en a 10. Alors voilà, c'est la première partie, ou plutôt le premier chapitre du livre de soi. Donc je vais faire une analyse de la deuxième partie dans quelques semaines et on va se retrouver là. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir, puis je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en espérant que vous avez appris certaines choses de cette analyse mot par mot. Alors voilà, merci beaucoup.